travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Nous sommes mardi 29 décembre 2020. Bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi. Tout de suite les titres. 4 ans de prison et une amende de 100 000 francs burundais et la peine prononcée contre le responsable régional de l'urbanisme qui a été arrêté en possession d'un cadavre. Dans ce journal, vous allez suivre la réaction d'un défenseur des droits de l'homme. La perte de certains avantages et un éventuel licenciement d'une partie du personnel, telles sont les inquiétudes relevées par les employés de la SOBGEA suite au projet de la fusionner avec Air Burundi. Dans la deuxième partie de ce journal, vous allez suivre la rétrospective de l'année 2020 dans le domaine des réfugiés. Emesteve Nyungeko est à la cabine de son et Inès Gakiza assure la prise d'image. Tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir, encore une fois, bienvenue. Inhumation ce mardi de l'ancien président burundais, Major Pierre Buyoya, au cimetière catholique de Bamako, en Mali, son pays de résidence depuis quelques années. Les cérémonies d'adieu de cet ancien chef de l'exécutif burundais ont été organisées par le gouvernement malien, qui a également rapatrié son corps de Paris, où il a rendu l'âme en date du 18 décembre 2020 des suites d'une maladie. Parallèlement, la famille du feu président Pierre Buyoya a organisé une messe en son hommage en la cathédrale Regina Mundi et a procédé à sa levée de deuil partielle. Était présent à ces cérémonies l'ancien président Domitien Ndayizeye et plusieurs autres dignitaires de son régime. En pas justice, une peine de 4 ans de prison et une amende de 100 000 francs burundais, telle est la sentence prononcée par le tribunal de grande instance de Gitega contre le directeur de l'urbanisme dans les provinces du centre et de l'est du pays, arrêté ce dimanche en possession d'un cadavre. Au moment où ce cadre du ministère de l'infrastructure, ses 4 employés et un policier avaient été accusés d'un meurtre commis ce samedi à son hôtel. Plus d'un estime que ce procès a été téléguidé pour des mobiles politiques. Trésor Nyongabo pour plus de détails. Ce cadre du ministère de l'Infrastructure est connu sous le nom d'Aimé Irambona. Il est également le vice-président de la Ligue Imbonerakure de la province Gitega. Les sources de la RPA indiquent qu'Aimé Irambona a été arrêté dimanche dernier en possession d'un corps sans vie. Celui-ci, précise ses sources, appartenait à un certain Ezekiel Sengiyumva d'une vingtaine d'années et exerçant le métier de maçon. Ces informations précisent également qu'Ezekiel a été accusé de vol et a succombé aux coups lui infligés par les employés d'Aimé Irambona à son hôtel. Ces derniers répondent au prénom de Célestin, Salex, Médico et Sédouane. Dans l'après-midi de ce lundi, le tribunal de grande instance de Gitega a rendu le verdict de l'affaire. Aimé Irambona a été condamné à 4 ans de prison et au paiement d'une amende de 100 000 francs burundais. Le prénommé Célestin, qui a plaidé coupable de ce meurtre, a été condamné à 3 ans et demi de prison. Un autre accusé a plaidé coupable est le prénommé Salex. Ce dernier a été condamné à 2 ans et demi de prison. Quant à Médico et Sédouane qui ont plaidé non coupables, ils ont été condamnés respectivement à 5 ans et à 2 ans et demi de prison. Le seul à être blanchi dans l'affaire est le policier prénommé Didier, après avoir présenté son alibi selon lequel il a détaché la victime qui était ligotée quand il passait par hasard à l'hôtel. Au moment où le ministère public avait requis une peine de perpétuité et une indemnisation à la famille de la victime de 600 millions de francs burundais, nombreux sont ceux qui estiment que le procès aurait été téléguidé pour des mobiles politiques, étant donné que le principal accusé, Aimé Irambona, étant proche du président Évariste Ndayishimiye. Il considère que la peine infligée aux accusés ne correspond pas aux crimes perpétrés. Merci Trésor Nyongabo. Le jugement rendu par la justice contre Aimé Irambona, vice-président des Imbonerakure en province Gitega, appréhendé en possession d'un cadavre, n'est pas du tout étonnant. Réagit un des défenseurs des droits de l'homme au Burundi, Pacifique Ninahazwe, interpelle la justice à se ressaisir afin de punir les auteurs de ce meurtre conformément à la loi. Suivez plutôt Pacifique Ninahazwe, président du FOCODE. En tant que vice-président de la milice Imbonerakure en province de Gitega, étant un proche du président Ndayishimiye,
Aimé Irambona était déjà dans la catégorie des citoyens qui, dans le Burundi actuel, sont déjà assurés de l'impunité de leurs crimes. C'est sûrement cela qui explique la légèreté des peines qui ont été prononcées hier par les juges à Gitega contre Aimé Irambona et ses employés alors qu'ils étaient accusés de meurtre. Je rappelle ici que les meurtres sont punis dans le code pénal du Burundi d'une peine de prison à perpétuité. Selon nos informations, un citoyen a été arrêté, menotté samedi dernier au bar d'Aimé Irambona. Ce citoyen qui était déjà connu dans ce bar a été tabassé gravement jusqu'à ce que la mort s'en suive. Le cadavre de ce citoyen aurait été caché dans le bar et le soir, Aimé Irambona aurait sorti ce cadavre caché dans un sac, l'aurait mis dans sa voiture et aurait mis des pierres au-dessus du cadavre. Selon nos informations, la destination de ce cadavre, c'était la rivière Ruvubu. Et c'est alors qu'Aimé a été rattrapé par le chef de la police en province de Gitega. Probablement que le sort de ce cadavre, ça allait être ce qu'on observe souvent, des cadavres qui sont trouvés un peu partout dans le pays et qui sont rapidement enterrés. Ceci traduit le 2 poids 2 mesures qu'on observe dans le pays, là où des jeunes qui ont manifesté contre le 3e mandat de Nkurunziza et beaucoup d'opposants sont souvent condamnés à des peines extrêmement graves par ce régime, alors que des gens auteurs de crimes extrêmement graves, lorsqu'ils appartiennent au parti au pouvoir, sont punis de manière aussi légère ou sont purement et simplement assurés d'une totale impunité. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. À présent, page gouvernance, inquiétude chez les employés de la SOBGEA suite au projet de la fusionner avec Air Burundi. La perte de certains avantages et un éventuel licenciement d'une partie du personnel sont à l'origine de ces inquiétudes. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Le projet de fusionner la SOBGEA et Air Burundi, qui date d'après l'année 2020, serait sur le point de sa mise en application. Air Burundi est une entreprise étatique qui a suspendu ses activités depuis l'année 2009, tandis que la SOBGEA est mixte. Le gouvernement du Burundi, avec 92% d'actions, la société Sokabu et la Sabena en liquidation avec 4% chacune. Les raisons avancées, selon le communiqué sorti par le gouvernement du Burundi, après le conseil ministériel tenu le 24 décembre dernier, sont celles de réformer le secteur de transport aérien à travers la création d'une nouvelle compagnie dénommée Burundi Airlines. Le personnel de la SOBGEA dit être inquiété par le fait qu'une fois ce projet serait mis en application, certains de ce personnel pourraient être licenciés alors que la santé financière de l'entreprise était bonne. Nous, les travailleurs de la SOBGEA, sommes inquiétés parce que nous pensons que certains d'entre nous pourraient être licenciés et d'autres perdre certains avantages. Nous n'avons aucune lumière là-dessus. La situation financière de la SOBGEA était bonne car, avec ses revenus, elle est en mesure de payer les dividendes, les salaires de son personnel et aussi payer les taxes sans aucune entrave. Les observateurs avisés du fonctionnement et de l'organisation des entreprises qui ont requis l'anonymat ont révélé à la RPA que ce projet de fusion entre la SOBGEA et Air Burundi serait en violation de la loi qui concerne les entreprises. En principe, souligne-t-il, il s'agit d'une opération qui revient dans les attributions du ministère du Commerce. À ce propos, cette fusion pourrait être salutaire et fructueuse si le gouvernement est réellement animé par un esprit de restructuration visant le développement du pays. Propos d'un expert indépendant en questions économiques. Néanmoins, Faustin Ndikumana fait savoir que s'il faut arriver au licenciement d'une partie du personnel, la loi relative doit être scrupuleusement respectée. Suivez Faustin Ndikumana. Quand on opère à la fusion de deux entreprises qui opèrent dans un même secteur, ça peut donner un avantage, mais il faut être prudent sur certains aspects. Il faut d'abord évaluer le capital de démarrage de la nouvelle entreprise parce que le transport aérien et les entreprises qui opèrent exigent beaucoup de moyens de démarrage. Les capitaux consistent à quel que soit le pourcentage de l'état dans l'entreprise, dans le capital. Il faut que vraiment l'entreprise démarre avec un capital consistant. Il faut aussi un capital technique, les ressources humaines, l'expertise nécessaire pour bien soutenir la nouvelle entreprise.
Il faut aussi évaluer l'actif et le passif de chacune des deux entreprises pour voir réellement la capacité financière de la nouvelle entreprise qui sera créée, sans oublier le plan d'indemnisation et des travailleurs qui pourraient perdre un emploi parce que dans de telles opérations, il n'est pas exclu que cela arrive. Il faut aussi une étude de rentabilité prévisionnelle pour voir si, dans un proche avenir, l'entreprise pourra avoir des bénéfices. Au cas où les bénéfices ne sont pas encore là, il faut voir la capacité de subventionner, de soutenir les premières opérations de cette nouvelle entreprise. Et ensuite, il faut un leadership fort et compétent pour piloter le processus. Ce processus, il faut aussi un leadership fort aussi au niveau de la direction de la nouvelle entreprise, le faire dans l'intérêt général de la nouvelle entreprise. Dans l'intérêt général, il faut aussi que ça se passe dans la transparence, parce que de telles opérations, quand elles se passent dans un environnement d'opacité, et quelquefois, il y a des gens qui profitent sans manque de transparence pour faire prévaloir les intérêts au détriment de l'intérêt général. Toujours en page gouvernance, les enquêtes que la Commission nationale terres et autres biens est en train de mener pour vérifier si les terres de Niabouguété ne seraient pas domaniales constituent une violation des droits de la personne humaine. Et cela montre que même la présidence qui supervise les activités de la CNTB est dans la même logique. C'est du moins la réaction de Maître Janvier Bigirimana. Pour lui, la CNTB devrait cesser ses enquêtes car cela constitue un non-respect de la justice. Suivez Maître Janvier Bigirimana. Cette commission qui dépend hiérarchiquement de la présidence de la République du Burundi s'illustre par le non-respect des lois en matière de propriété foncière, mais aussi le non-respect des décisions de justice et parfois des décisions qui sont devenues définitives. Dans le cas d'espèce, on a la Cour suprême qui a déjà tranché que les propriétés foncières litigieuses appartenaient à des particuliers et non à l'État. Si aujourd'hui la CNTB s'immisce ou se met à investiguer si l'État était propriétaire ou pas de ses propriétés foncières litigieuses, on peut soupçonner que ce genre d'investigation ne vise qu'à exproprier indûment des citoyens pour lesquels les droits ont été confirmés par la Cour suprême du Burundi dans sa décision rendue de façon définitive en 2016. Nous pensons que cette action de la CNTB est nuisible pour la plupart des dossiers à des citoyens dont les droits étaient garantis non seulement par des lois, mais aussi par la Constitution de la République du Burundi. Nous pensons que la présidente de la République du Burundi devrait amener cette CNTB à respecter les lois de la République, mais aussi à respecter les décisions rendues de façon définitive par les cours des tribunaux du Burundi, parce que de ce respect en dépend la stabilité juridique, le respect des droits des citoyens tel que cela est imposé par les textes fondamentaux du pays. Autre chose qui est quand même regrettable, c'est que cette CNTB n'a pas aucun égard par rapport aux droits acquis des citoyens, notamment lorsqu'on est dans une situation où les citoyens ont acquis de bonne foi des propriétés. Nous pensons que c'est un principe qui est universellement consacré par des lois. Et pour le cas du Burundi, c'est dommage que cette CNTB remet en cause et de façon régulière ce principe des droits acquis. Le principe de l'acquisition de bonne foi, c'est un principe qui est garanti par la Constitution et d'autres lois. Nous ne comprenons pas pourquoi la CNTB ne respecte pas ce genre de principe. C'était Maître Janvier Bigirimana. Les habitants de la province Muyinga qui exploitent les marais situés entre le Burundi et le Rwanda craignent de se faire spolier les champs leur initialement prêtés par le gouvernement. L'astuce trouvée par les autorités locales pour contraindre cette population à vider les lieux et la surtaxation. Le point avec Rachel Kagissier. Parmi ces autorités qui ont tendance à spolier les champs des cultivateurs dans le marais qui sépare le Burundi du Rwanda figure le chef de zone Masaka, Célestin Gendakumana, et les responsables du parti CNDD-FDD sur la colline Chagakori du nom de Joseph Ndimurukundo. Ces cultivateurs indiquent que ces responsables avaient eu aussi des champs dans son marais, mais qu'ils les ont vendus. Ils seraient alors dans l'optique de manœuvre de s'accaparer d'autres champs après avoir rehaussé les taxes prélevées sur ces champs, indique ce cultivateur.
Les autorités ont fait savoir qu'ils voulaient eux aussi des terres cultivables. Ainsi donc, l'administrateur, le chef de zone et les conseillers ont eu de parcelles tout comme le chef du parti et les autres citoyens ordinaires. Ils ont par après vendu ces terres pour revenir intimider la population en disant qu'ils effectuent trop de travaux et que par conséquent, les terres devaient retourner dans les mains de l'État. Les propriétaires de ces champs ajoutent qu'ils sont sous menace de payer ces taxes avant la fin de cette année 2020, faute de quoi ces champs ne leur appartiendront plus. On payait d'habitude 10 000 francs burundais compte tenu de la superficie du terrain. Mais pour le moment, celui qui payait une taxe à hauteur de 4 000 est obligé de payer 60 000 francs. Celui qui payait 10 000 francs burundais paie 90 000 aujourd'hui. Ils avaient donné l'ordre de payer ces taxes avant Noël, mais aujourd'hui, ils nous ont obligés de les payer avant la bonne année. Ces cultivateurs demandent aux autorités hiérarchiques de trouver solution à ce problème et surtout maintenir le montant de la taxe fixée. Merci Rachel Kagissier. Dans un instant, la page santé. En page santé, des points d'entrée clandestins dans les différentes provinces du Burundi facilitent les gens à franchir les frontières sans se faire dépister la Covid-19. Un constat malheureux par rapport à la mesure du gouvernement de fermer les frontières et d'y placer les agents de santé pour des raisons de diagnostiquer cette pandémie. Le point avec Walter Quizera. 13 sur les 18 provinces sont frontalières avec différents pays voisins et ont tous des points d'entrée clandestins. Ceux qui entrent ou sortent via ces voies ne sont pas dépistés s'ils ont été contaminés ou pas au coronavirus. Mais un fait connu de tous est que ces chemins sont régulièrement empruntés surtout par les habitants de ces localités frontalières avec les pays de la sous-région. Le cas illustratif est celui de la commune Mabanda de la province Makamba reliée au Burundi à la Tanzanie. Les habitants de cette commune révèlent que les entrées et sorties du pays y sont nombreuses. À la frontière de Mabanda, les entrées clandestines sont très nombreuses. Les gens entrent et sortent comme ils veulent, sans aucun problème. Seule l'entrée passant sur la route Mugina est surveillée par la police. La situation est pareille dans la province Muyinga, non loin de la frontière de Kobero, en commune Butihinda, existent ces points d'entrée clandestins. Même si le gouvernement a essayé de fermer certaines d'entre elles, rien n'a changé en ce qui est des mouvements des gens entre le Burundi et la Tanzanie. Après avoir constaté que les gens empruntaient des voies clandestines pour éviter le dépistage, les autorités y ont posté des agents de sécurité. Mais malheureusement, la frontière burundo-tanzanienne est très poreuse et les différentes entrées secrètes échappent au contrôle policier. Dans la province Chibitoke, sur la frontière burundo-congolaise, les mêmes points d'entrée clandestins existent et en grand nombre. Les sources de la RPA indiquent que les gens empruntent régulièrement ces entrées sans subir le test de Covid-19. Dans le dernier rapport publié par la branche de l'ONU OCHA, il est mentionné que sur 100 personnes testées positives depuis l'ouverture de l'aéroport au mois de novembre, 83% sont des cas importés qui sont passés surtout par l'aéroport Melchior Ndadaye et sur la frontière de Kobero de Muyinga. Walter Quizera, toujours en parlant santé, une maladie non encore identifiée cime les mammifères de la famille des porcs en province Kirundo. En 5 mois, au moins 400 porcs ont déjà succombé à cette maladie. Inquiets, les agents du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage recommandent aux habitants de ne pas consommer la viande des porcs emportée par cette maladie mystérieuse pour éviter toute contamination. Balthazar Miburo. Les premiers symptômes de cette maladie se sont manifestés au mois de juillet de cette année. Selon nos sources, cette maladie présente plusieurs syndromes. Cet éleveur de Kirundo témoigne. Les porcs atteints de cette maladie ne présentent pas les mêmes symptômes. Il y en a ceux qui tremblent et qui souffrent d'une fièvre, tandis que les autres sont comme paralysés et n'arrivent plus à se mettre debout. La plupart de ces bêtes meurent 3 jours après.
À peu près de 5 mois, cette maladie n'est toujours pas connue. Côté habitat de Kirundo, c'est la panique généralisée. Et pour cause, ils craignent d'être à leur tour contaminés vu que les porcs qui succombent à cette maladie sont abattus et leur viande vendue. Notre inquiétude réside dans le fait que ces porcs sont par la suite abattus et consommés, et ce malgré le danger qu'ils présentent sur la santé humaine, surtout que cette maladie n'est toujours pas identifiée. Pourtant, la population a alerté les autorités habilitées au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, mais ces derniers ne sont toujours pas parvenus à identifier cette maladie. En attendant, ces derniers ont demandé aux éleveurs d'enterrer les porcs emportés par cette maladie jusque-là mystérieuse pour le bien de la population. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Leonidas Rivuzimana, directeur provincial de l'Agriculture et de l'Élevage en province Kirundo, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci Balthazar Miburo. En page société, les parents des élèves de l'Ecofo Kinyinya, situé en zone Lukaramu, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, indiquent que si rien n'est fait, cette école risque de s'effondrer suite aux eaux de pluie et celles qui servent à irriguer les champs de riz. Ils demandent aux responsables de trouver solution afin de protéger les autres infrastructures publiques environnantes de cette école. Les détails avec Emmanuel Daishimiye. Les parents d'élèves de l'Ecofo Kinyinya disent que les eaux qui menacent cette école proviennent de coins variés. Il s'agit des eaux de pluie qui coulent à partir de la localité de Maramvya ainsi que les eaux du lac Tanganyika. Quand la pluie tombe du côté d'Omaramvya, les eaux coulent vers l'aéroport pour se déverser à Kinyinya. En plus, il y a les eaux des champs de riz du côté de Lukaramu qui coulent en grande quantité et le caniveau est débordé. Au lieu de se déverser dans le lac Tanganyika, ces eaux montent et stagnent à cette école. Même scénario que lorsque les eaux du lac débordent. Ils demandent la canalisation des eaux pour le lac Tanganyika. Nous demandons que toutes ces eaux soient canalisées vers le lac Tanganyika. Sinon, les bâtiments de l'Ecofo, ceux du lycée ou encore ceux de la zone seront détruits. Les parents proposent que les élèves soient réinstallés ailleurs dans le but de protéger contre d'éventuelles conséquences dont les maladies et les accidents. Contacté à ce propos, Siméo Boutoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, il nous répondit qu'il était empêché pour s'exprimer. Merci Emmanuel Daishimiye. Place maintenant à la rétrospective de l'année 2020 dans le domaine des réfugiés où nous allons revenir essentiellement sur le rapatriement forcé des Burundais réfugiés en Tanzanie. La rétrospective avec Marie-Ange Irakodze. L'an 2020 est une année qui a été caractérisée par un retour massif de réfugiés burundais de différents pays de l'Afrique de l'Est. Toutefois, la grande majorité sont rentrés de la Tanzanie. Mais pourquoi la Tanzanie? Le pays de Magufuli serait-il en train d'exercer une pression sur les réfugiés burundais? Et que disent les conventions internationales en rapport avec les droits des réfugiés? Ce sont les quelques questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses dans notre émission. Nos invités sont Léopold Charangabo, vice-président de la coalition burundaise de défense des droits humains vivant dans les camps de réfugiés, CBDH Vicar en sigle. Vital Shimirimana, juriste et défenseur des droits humains, ainsi que Emmanuel Ndereimana, un des politiciens burundais en exil. Au micro, c'est Marie-Ange Irakodze. Bienvenue. L'an 2020 a vu l'accélération du mouvement de rapatriement de réfugiés burundais. Des rapports de différentes associations qui s'occupent des réfugiés s'accordent à dire que la grande majorité des rapatriés rentrent de la Tanzanie. N'est-ce pas, Eloge Diveremesha?
Le retour des réfugiés au Burundi s'accélère depuis les élections de mai 2020, raconte le journal Echo Daily Flash de la Commission de l'Union européenne dans son numéro du 23 décembre 2020. Echo Daily Flash précise que plus de 34 000 personnes ont été rapatriées en 2020. Selon ce journal, au total, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a enregistré plus de 114 000 retours volontaires assistés depuis 2017, date à laquelle le processus a été lancé. La plus grande majorité des réfugiés, plus de 106 000, selon Echo Daily Flash, est revenue de la Tanzanie. Près de 320 000 de ces réfugiés burundais enregistrés restent dans les pays voisins, précise Echo Daily Flash. Environ 150 000 sont en Tanzanie, plus de 60 000 au Rwanda, près de 50 000 en Ouganda et plus de 48 000 en République démocratique du Congo. En outre, 55 000 réfugiés burundais vivent dans d'autres pays africains, notamment au Kenya, au Mozambique, au Malawi, en Afrique du Sud et en Zambie, si l'on en croit toujours à Echo Daily Flash. Ce quotidien de la Commission de l'Union européenne fait remarquer que même si le gouvernement burundais encourage le retour des réfugiés, de nombreux défis persistent. C'est notamment la protection des rapatriés, leurs moyens de subsistance et la réintégration communautaire. Dans ces rapports, le HCR a toujours dit qu'il facilite le rapatriement de Burundais qui le demandent, tout en précisant qu'il n'encourage guère ce rapatriement, puisque, souligne-t-il, les conditions de rapatriement ne sont pas encore réunies au Burundi. Les réfugiés qui se trouvent encore sur le sol tanzanien font savoir que le mouvement de retour de réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie n'est pas volontaire. Ils parlent d'une pression exercée par le gouvernement de ce pays pour les contraindre à rentrer. igituma ngaha muri Tanzania hatahuka impunzi nyinshi ni ingorane zitandukanye izo mpunzi ziba zifise. Si les réfugiés burundais qui se trouvent sur le sol tanzanien choisissent de se rapatrier en grand nombre, c'est parce qu'ils sont fatigués par de multiples problèmes qui pèsent sur eux. En réalité, il ne s'agit pas de leur volonté. Hormis les intimidations intempestives, une grande majorité vit la misère. Imaginez-vous des gens qui vivent dans des tentes qui leur ont été attribuées depuis 2015 ou 2016 et qui n'ont jamais bénéficié d'autres abris. Ils sont effectivement comme des sans-abri. Ils sont frappés par des intempéries. Ici, si tu essaies de faire du commerce dans le but de pouvoir compléter les aides du HCR, la police te traque. Devant tout un fardeau de problèmes et dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de la famille, bon nombre choisissent de retourner au pays. S'ils se confient au HCR, c'est parce qu'ils veulent profiter du paquet retour. L'argent qui bénéficie constitue en fait un ticket qui leur permet d'aller chercher un autre pays d'asile. Allez vérifier. La majorité de ceux qui ont été rapatriés est plutôt reparti dans d'autres pays. kuva twinjira muri izi nkambi zo muri Tanzania cyane cyane nko ngahinduta kuri mpunzi ntitworohewe biturutse ku ngendo zikorwa n'abategetsi bamwe bamwe. Depuis que nous avons rejoint les camps des réfugiés en Tanzanie et principalement nous qui sommes au camp d'Onduta, nous avons connu de multiples problèmes. Des autorités tanzaniennes, surtout celles du ministère tanzanien de l'Intérieur, accompagnées de celles venues du ministère de l'Intérieur au Burundi, ont mené d'innombrables descentes conjointes dans les camps. C'est au cours de ces descentes qu'ils ont manifesté la vraie face de la Tanzanie envers nous. De par les discours prononcés, il était très évident que l'objectif était d'inciter les réfugiés burundais de rentrer de gré à défaut de force. Ils nous ont même un jour révélé que la Tanzanie pourrait utiliser de la force pour nous refouler, comme ce pays l'en avait fait contre les réfugiés burundais en 1993 dans les camps de Mutabira et de Karago. Burundi butunganye hanyuma wongera ko nyimere baributsa n'ingene impunzi mu nkambi z'ubushize ayo babonye kuvuga barakubiswe ya Mutabira abantu baravyibuka za Karago abantu baravyibuka ingene vyagenze kuvuga bijya twaravyibukijwe nk'impunzi. Twebwe ico dusaba turasaba
Nous sollicitons le HCR, la communauté internationale et les organisations internationales de défense des droits humains, partout où elles sont, de tâcher à bien nous entendre et surtout de bien vouloir considérer les cris de détresse des réfugiés burundais qui se trouvent en Tanzanie. Vous êtes au courant de tous les actes de maltraitance dont sont victimes les réfugiés et qui se font en pleine journée au vu et au su des agents du HCR. Ils n'ont jamais pris de décision ou tout au moins alerté afin que l'on puisse nous venir au secours. C'est pourquoi nous vivons de plus en plus le calvaire. Tenez, on nous appelle chaque fois à rentrer parce que, dit-on, la paix et la sécurité règnent au pays. Mais aucun jour ne passe sans qu'on nous rapporte la découverte de cadavres, mais sans toutefois qu'il se produit de l'explosion de grenades. Et sans que l'on entende des reportages de gens qui ont été brûlés vifs dans leur maison. De surcroît, le gouvernement du Burundi ne fait rien pour punir les coupables. CBDH Vicar, une coalition de Burundais réfugiés qui défend les droits de leur père, confirme ses propos. La Tanzanie fait tout pour contraindre les réfugiés à rentrer, déclare Léopold, vice-président de la coalition CBDH Vicar. Les genres de pression que le gouvernement tanzanien fait envers les réfugiés burundais, on peut citer les disparitions forcées, les tueries et d'autres cas de violation de leurs droits tels que la fermeture et la destruction des marchés d'Areka. Il y a aussi l'interdiction de pratiquer le commerce. Il y a l'arrestation des commerçants qui n'ont été relâchés plus tard qu'après avoir donné de l'argent. Donc, les réfugiés burundais n'ont pas le droit de cultiver d'Aroka, alors que les réfugiés congolais ils cultivent comme ils veulent. Quant à nous, ce qui pousse à la Tanzanie de faire tout cela, c'est d'abord les relations qui existent entre le gouvernement tanzanien et celui du Burundi. Et vous savez bien que les réfugiés burundais en Tanzanie, beaucoup parmi eux, ont participé dans les manifestations contre le troisième mandat du président Nkurunziza. Il y a d'autres qui sont pro-Rwasa, donc qui participaient, qui étaient membres du parti FNR. Deuxièmement, le gouvernement tanzanien voudrait aider au gouvernement burundais de se purifier car le gouvernement burundais dit que tout va bien, que la sécurité règne au Burundi en donnant exemple des rapatriements des réfugiés. Nous avons vu dans d'autres cas qui habitent dans d'autres pays qui habitent les Burundais que ce gouvernement utilise certains réfugiés pour demander le rapatriement. Oui, le gouvernement burundais est derrière ce genre de répression, car il y a d'abord des relations entre ces deux pays. En deuxième lieu, il y a des groupes d'Imbonerakure et agents de service de renseignement burundais qui habitent dans les camps de réfugiés en Tanzanie. Et ce pays est au courant de tout cela. Il y a aussi des réfugiés qui ont été livrés par la Tanzanie, qui sont maintenant emprisonnés dans les prisons de Muramvya et Bubanza au Burundi. La République unie de la Tanzanie fait partie des signataires des instruments importants relatifs à la protection des réfugiés, comme tant d'autres pays d'Afrique. Ça fait déjà plusieurs années que ce pays n'a pas respecté ses obligations. Maître Vital Shimirimana, qui fait partie de ceux qui suivent de près les questions des réfugiés de la sous-région, surtout ceux de la Tanzanie, s'est entretenu avec la RPA. Il évoque les conventions qui ne sont pas respectées. Comme plusieurs autres États d'Afrique, la République unie de Tanzanie est partie à deux instruments importants relatifs à la protection des réfugiés en Afrique, à savoir la Convention d'Oroiwa sur la protection des réfugiés de 1969, ainsi que la Convention des Nations Unies sur la protection internationale des réfugiés de 1951. À partir de 2017, nous avons constaté que la République unie de Tanzanie s'est rendue coupable de plusieurs violations de ces deux instruments, parce que ces deux instruments prévoient une
série de droits qui portent sur la protection des réfugiés, à savoir l'obligation de donner de l'abri aux réfugiés, des vêtements et de permettre aux réfugiés d'accéder au droit à l'éducation, au droit à la santé et à l'épanouissement intégral de la personne. Mais on constate davantage que à partir de 2017, la République unie de Tanzanie s'est rendue coupable de plusieurs arrestations et de plusieurs crimes de torture, et de meurtres, d'assassinats et de disparitions forcées de viols portant ou visant des réfugiés. Pendant les 4 dernières années, la République unie de Tanzanie n'a jamais réagi aux différents rapports des organisations de défense des droits de l'homme ainsi que les appels qui portent à rappeler à la République unie de Tanzanie de respecter ses obligations. Le politicien Emmanuel Ndereimana explique que derrière ce comportement se cachent des mobiles politiques. Il ajoute également que le gouvernement burundais a mal réagi à cause des exigences des bailleurs et la Tanzanie joue une complicité négative. Comportement du gouvernement du Burundi avec la complicité du gouvernement de la Tanzanie envers les réfugiés. Il n'y a pas une autre explication. Les autorités burundaises ont constaté que, à travers les bailleurs de fonds, ils ont des exigences, notamment les règles démocratiques, la question des réfugiés. Or, la question des réfugiés, pour qu'elle soit définitivement rayée, il faut que ce gouvernement puisse s'asseoir autour d'une table de négociation avec les opposants. Il y a aussi la société civile qui est en débandade, les médias. Tout ça, c'est les choses que les bailleurs exigent au gouvernement burundais. Alors, ils prennent alors les plus faibles, les réfugiés, il faut les faire rentrer de force avec la complicité de la Tanzanie. Vous avez suivi dernièrement les autorités burundaises, notamment le président de la République, qui a osé dire sur les médias que le président tanzanien est son père. Alors, la Tanzanie, comme aidant son fils au Burundi, ils sont tombés dans ce piège à vouloir forcer les réfugiés pour qu'ils rentrent au Burundi de force. C'est une complicité négative, c'est dommage. Or, la seule solution que les réfugiés puissent rentrer dans la dignité et que le réfugié lui-même puisse constater que le danger qui l'a poussé à fuir le pays n'existe plus. Et c'est ça que les autorités burundaises plutôt devaient travailler dessus et assainir le climat politique à tel point que chaque réfugié puisse dire oui, il est grand âge, je peux rentrer dans mon pays, il n'y a pas de problème. Mais jusque-là, qu'est-ce que nous constatons? La situation se dégrade du jour au jour. Ce n'est pas un secret, tout le monde voit ça. Voilà alors la clé de ce problème, c'est ce que le pouvoir de Bujumbura doit tout faire pour faire rentrer les réfugiés de force et présenter aux yeux du monde et aux yeux des bailleurs que voilà, la question des réfugiés est résolue et vous pouvez nous aider à développer le pays. Emmanuel Ndereimana demande à ces deux pays d'observer et de respecter la convention qui date d'il y a 70 ans et qui a été signée par plusieurs pays. Le gouvernement burundais devrait en tenir compte plus que les autres, comme il est constitué d'un grand effectif qui fuit réfugiés. La Tanzanie et pour le Burundi, il n'y a pas de choses à demander à ces deux pays. C'est juste leur rappeler qu'il y a une convention à respecter, une convention relative à la protection des réfugiés au niveau international. Juste respecter cette convention et surtout au gouvernement burundais, lui qui est constitué de plus de 80% des gens qui ont été des réfugiés dans l'OTAN. Il devait être plutôt des modèles à la matière de respect des droits des réfugiés. Observer et respecter la Convention de Genève qui date d'il y a 70 ans. Je pense que ça a été signé en 1951. Il n'y a que ça qu'on peut demander aux deux gouvernements et surtout au gouvernement du Burundi, lui-même qui est en partie produit des anciens réfugiés. Dans de telles circonstances, le pays qui viole ses engagements envers les réfugiés qu'il était censé protéger court de sanctions selon Maître Vital Jimirimana.
En pareille circonstance, la République unie de Tanzanie, qui se rend continuellement responsable de la violation des dispositions importantes des deux instruments, est susceptible d'être traduite devant les mécanismes internationaux des droits de l'homme, notamment la Cour africaine des droits de l'homme ainsi que la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. Donc aujourd'hui, nous pensons que les victimes sont fondées à saisir ces mécanismes, mais déjà il y a d'autres mécanismes comme le sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est, l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est, ainsi que le Parlement des États de l'Organisation des États d'Afrique de l'Est peuvent conduire des missions, analyser ou étudier, statuer sur la situation des réfugiés burundais en Tanzanie, et ce qui contribuerait à améliorer les situations et à obliger la République unie de Tanzanie à cesser ces exécutions. C'est sur ces propos de Vital Chimirimana que nous clôturons notre émission. Vous auriez compris qu'on parlait du rapatriement des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie, qui est de loin d'être volontaire, comme le laisserait entendre le gouvernement burundais et tanzanien. À la présentation, c'était Marie-Ange Irakodze. Au revoir. Merci Marie-Ange Irakodze. C'est ici la fin du journal de ce 29 décembre 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Excellente soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.